Bonjour, bienvenue à notre émission en ce lundi sujet libre du 26 octobre. Doc Mayou, bonjour. José, chers abonnés, je me suis calmé depuis ce matin, mais accalmie temporaire, pourrait-on dire. Et, je tiens à vous mentionner que lorsque José a donné le signal du départ, j'étais en train de faire l'éloge d'une femme. Oui, c'est vrai? J'avais perdu la notion du temps, je pensais qu'il nous restait encore 10 minutes. Non, mais continuez, c'est le fun de vous entendre faire l'éloge d'une femme. Écoutez, les abonnés, il y a à l'autre bout du pays, le Canada, une responsable de la santé publique de la Colombie-Britannique qui est unique. Elle est unique dans son genre. Elle s'appelle Bonnie Henry. C'est une médecin qui est responsable de la santé publique en Colombie-Britannique. L'équivalent de notre Horacio Arruda ici au Québec et de Teresa Tam puis de son valet de service, Gnu, au fédéral. Cette femme-là, elle est brillante, elle est très bien informée de la situation actuelle. Elle s'exprime lentement en choisissant ses mots avec soin. Et elle a une nature, de toute évidence, bienfaisante. Dès qu'elle s'exprime sur CBC, la chaîne anglaise de Radio-Canada, j'arrête tout et je l'écoute. Ça fait plusieurs fois que je vous parle d'elle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une leader naturelle de temps de crise. C'est ça qui nous manque, hein, présentement. On n'en a pas, ni de genre masculin, ni de genre féminin. François Legault est pas mauvais. François Legault est un bon leader, s'avère à date, mais il est mal entouré. Il n'est pas bien entouré. C'est pas évident de s'entourer en temps de crise. Pas évident. Parce que ce ne sont pas les mêmes individus dont tu t'entoures en temps de paix versus en temps de crise. Exactement. C'est là qu'on voit la vraie nature des gens en temps de crise. En tout cas, où on voit une certaine nature. Tu sais, on voit comment ils sont en période de crise. Et les bonnes personnes, les personnes à leur place en temps de crise, ne sont peut-être pas les meilleures personnes en temps d'accalmie. Il y en a qu'il faut tout le temps qu'ils soient dans l'action. Puis il y en a qui, aussitôt qu'il y a un petit peu d'action, ils n'aiment pas ça. C'est ça. Ainsi va la vie. Oui. Alors, cela étant dit, mais on peut continuer là-dessus, Doc, parce que en ce lundi, je suis très, très surprise. On n'a pas de main levée encore. Mais que se passe-t-il? Alors, si vous voulez nous parler, c'est le temps dès maintenant de réserver votre place. Alors, vous n'attendrez pas longtemps parce que pour l'instant, au moment où on se parle, je ne vois pas de main levée du tout. Donc, gênez-vous pas, on va… Ah, bon, on en a un qui vient de lever la main, excellent. Et encore une fois, on va spécifier les règles. Il n'y en a pas. Donc, vous décidez de ce que vous voulez parler, contemporain ou pas, vous voulez régler quelque chose, témoigner, vous le faites. Homme 36, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Alexis, bienvenue. Vous m'entendez bien? Oui. Je suis dans mon auto. Passe relativement, mais allons-y. J'appelle un peu des questions que je me posais en fin de semaine. Je vous suis, ça fait 2 semaines, puis vu que je travaille manuel avec mes écouteurs, j'ai écouté tous vos podcasts en 2 semaines. Puis ça vient vraiment me chercher sur beaucoup de choses. Puis je me demandais en fin de semaine, qu'est-ce que... J'ai des comportements assez autodestructeurs, tout le temps besoin d'adrénaline, puis besoin du danger, des choses comme ça, puis je me demande d'où c'est que ça peut venir. Oui, très bonne question, cher ami. Alors, dans un premier temps,
Parlez-nous des Pas de- comportements autodestructeurs et dans un autre temps, on va essayer de comprendre la source. Ben, des comportements autodestructeurs, tu sais, mais mettons, tu sais, parce que je me demande d'où ça vient, vu que quand j'en parle à ma conjointe, elle me dit qu'elle n'a pas besoin de ça d'envie, d'adrénaline. Alexis, on reprend. Ouais. Laisse faire Ouais. la conjointe là, pour Ah, 2 ouais. minutes. Tu sais, maman, on n'en a pas besoin là, pour l'instant. Bon, Ouais. alors revenons. Donnez-nous des exemples, 3, 4, 5, de comportements OK, que vous appelez autodestructeurs. OK, mais vu que c'est sans tabou, c'est peut-être pas des choses dont je suis fier, mais c'est. Allez-y, Moi, sans tabou. J'ai un gros plein comme de rage puis d'adrénaline mélangée, fait que j'ai besoin. Je vais partir avec mon auto dans des rangs de campagne, je vais m'acheter de la bière et des cigarettes, même que j'ai arrêté de fumer, puis je vais juste rouler vraiment vite, boire de la bière, puis fumer, puis écouter la musique le plus fort que je peux. Je vais prendre mon skate ou mon vélo, me rouler dans le trafic le plus proche des véhicules possible, puis souvent, c'est après que j'ai pris une coupe de verre parce que ça me calme la tête, là. J'ai une tête vraiment hyperactive, là. Fait que, tu sais, des comportements de ce genre-là, je pourrais en nommer plein, mais c'est déjà Oui, là. allez-y, quelques autres, parce que c'est intéressant pour les auditeurs. Quelques autres. Ben, tu sais, j'ai tout le temps. Là, maintenant, je suis en relation, mais avant, tu sais, j'ai souvent pratiqué des relations sexuelles non protégées, puis tout le temps dans des contextes qui n'ont pas d'allure, là, tu sais, dans des places qui n'ont pas d'allure, tout le temps pour que ça soit le plus intense possible, le plus extrême possible. Oui. À vous-même, vous en prendre à vous-même, mutilé, tatou, piercing, J'essaie autre d'arrêter. cochonnerie. Ah, ben, des tatous, ouais. Des piercings, j'ai tout enlevé ça, là, vu que je suis rendu plus vieux, là. J'étais à 36 ans, là. Vous en aviez combien de piercings? Pas une 6, 7. J'avais deux dans la lèvre. J'avais les oreilles stretchées, là, tu sais, quand on a grandi les trous dans les oreilles. J'avais les sourcils. J'en avais un dans le nez. Ben, j'ai enlevé ça. Tu sais, j'ai commencé à travailler pour moi, puis je voulais être plus présentable. En aviez-vous après les mamelons et le pénis? Non. Non. Pourquoi vous riez? Ben, juste parce que supposé que pour les hommes, se faire percer mamelon, là, ma conjointe les a, là, mais depuis très longtemps, là, mais les hommes se faire percer mamelon, supposé que c'est l'endroit et de loin le plus douloureux. Là, fait que, j'ai pas, Votre conjointe a les mamelons percés? depuis très longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis elle les a enlevés le temps de l'allaitement, puis nos enfants, mais elle les a remis par après parce qu'elle trouve ça beau, puis moi aussi j'apprécie. Là. Et qu'est-ce que vous faites avec ces piercings mamelonnaires? Ben, ça revient à l'épisode que j'ai écouté hier matin, là, vous parlez de comment érotiser les seins. Ben, elle, c'est une femme que ses seins le font déjà. Mais ça lui procure beaucoup de plaisir si, justement, je vais jouer avec tranquillement, puis mettre de plus en plus d'intensité, puis après ça, peut-être même me servir de la glace. De la glace, du métal, ça refroidit beaucoup, puis ça donne bien des sensations. Là. C'est quelque chose qui... C'est très sexuel, là, et percé aussi... sur le capuchon du clitoris. C'est très sexuel, la raison pourquoi elle a ça. Puis on a une belle sexualité. Elle est percée sur le capuchon du clitoris? Oui, ça aussi. Puis, depuis avant que je la connaisse, même, puis elle aussi, ça a toujours été pour des raisons sexuelles. Croyez-vous? Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'elle va loin pour faire en sorte de ressentir de la douleur pendant les jeux sexuels? Pas nécessairement. C'est une femme vraiment très douce. Alexis, je vous dis pas qu'elle n'est pas douce. Est-ce que le capuchon dans le clitoris, les mamelons percés, c'est là pour augmenter la douleur pendant l'excitation sexuelle? Ah non, pas la douleur, non. Non, elle aime quand on fait du sexe oral que je joue avec son bijou qu'elle a là, qu'elle a sur le clitoris. OK. Alors, revenons à vous. Ouais, c'est ça.
Fait que vous Ben ouais, étiez vous parliez d'autres beurré de choses. tatou puis plein de trous. Beurré de tatou. Pardon? Non, je trouve ça drôle la façon que vous l'apportez, là, beurré de tatou. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime ça choisir un artiste qui a un beau portfolio avec des beaux dessins, puis y attribuer une partie du corps par artiste. Puis, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. J'ai tout le temps regardé ça, j'ai toujours trouvé ça beau. Je peux comprendre que des fois, c'est pour pouvoir dénoter, se mettre en marge de la société, qu'il y en a qui font ça. Puis, je peux pas dire le contraire par rapport à moi. C'est peut-être que j'ai fait ça d'un début. Ça donne un look, mais Êtes-vous en train de dire que vous utilisez les trous et le beurrage pour fin de vous mettre en marge de la société? Est-ce que j'ai bien compris? peut-être étant plus jeune, là, puis, mais maintenant, je regarde ça aujourd'hui, puis j'ai pas c'est pas les mêmes motivations qui motivent ça. C'est quelque chose que je trouve vraiment beau sur moi. Êtes-vous père d'enfants? Ouais, ouais. Combien? Deux beaux enfants. Quel âge? 10 et 3. OK. Celui de 10 ans, c'est un gars ou une fille? C'est un petit garçon. Un petit garçon, oui. Votre petit garçon, dans 3 ans, vous arrive et vous dit j'aimerais ça avoir des tatous. Vous lui dites quoi? Ben, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver avec sa personnalité. C'est pas pour l'instant, mais moi, pour vrai, je suis vraiment pas dans. Alexis, son père est beurré de tatous, puis il ne demandera pas des tatous à 13-14 ans. OK, disons, si j'enlève toutes les tangentes qu'il pourrait faire, qu'il n'en demanderait pas, selon moi, son caractère, ben, je dis pas que je serais contre, parce que pour bien des raisons, j'aime pas. Je trouve Est-ce que sa mère est tatouée? Oui aussi. Alors, écoutez, à 13-14 ans, il va demander des tatous. OK, ben moi, c'est pas quelque chose que. On aurait une discussion, là, mais je suis vraiment pas le genre de parent à m'opposer fermement et à me garrocher. Vous auriez une discussion. Personnelle. Ben oui, mais vous auriez une discussion. Pourquoi, Alexis? Vous êtes beurré, puis votre conjointe, la mère, est beurrée, puis lui dit je veux me faire peinturer, moi aussi. Pourquoi vous auriez une discussion? Ouais, parce que dans le contexte d'une famille, puis je pense que c'est important de comprendre les motivations en arrière, pourquoi il ferait ça. Puis, ah bon? Ah, pour votre garçon, ce serait important, ce ne serait pas de l'art, là. De l'art, ART. Non, j'ai jamais dit ça. Je pense que vous me mettez OK. Alors là, c'était quand votre fils et le 3 ans, c'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Bon, ben, à 14 ans, elle va demander de se faire peinturer elle aussi, puis elle va demander de se faire trouer. Ah, ça va être bien terrible. Pardon? Ça va être terrible si elle demande ça, j'imagine. Comment ça va être terrible? Les deux seront peinturés plein de trous. Ben non, mais je prends ça avec un grain de sel. Là. Je vais pas. Je sais pas quoi vous répondre de plus là-dessus. Vous n'aviez pas prévu ça? Ben non, j'ai 100% prévu ça. On a une grosse ouverture d'esprit dans la vie, moi et ma conjointe. Bon, ben, à 14 ans, je peux vous assurer qu'elle va être trouée puis beurrée. Elle va être peinturée puis trouée. Ça, c'est évident. Ouais, la seule solution que je vois viable en tant que parent, c'est d'accompagner ton enfant dans son choix, là, parce que même si tu dis non, il va te faire pareil. Là. Ben oui. C'est ça qui arrive. C'est rien. Elle va dire à sa mère qu'elle veut en avoir un dans le capuchon du clitoris. Bon, elle est en train de me dire que les parents tatoués font des enfants qui veulent juste être tatoués aussi. La plupart, ben oui. Ben voyons. Alexis. Mes parents n'étaient pas tatoués. Non, mais vous l'êtes, mais vos enfants vont l'être. Alors, vous, vos parents, est-ce qu'ils vous ont accompagné dans votre choix de faire ça? Non, je vois qu'on s'en va avec ça, mais non, absolument pas. Allez-y. Continuons, on est sur une belle piste. Réaction de vos parents. Mes parents étaient des gens facilement scandalisables et facilement hystériques. Donc, ça prenait vraiment pas grand-chose. Puis,
il n'y avait aucun accompagnement dans quelques démarches que ce soit de ma part. Ça, c'est des choix personnels que j'ai faits, là, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Alexis, vous avez dit que si votre garçon veut se faire beurrer, peinturer et trouer à 14 ans, vous allez essayer de comprendre sa motivation. À ce qui vaut pour le petit pitou va valoir pour le gros minou. La comprendre, c'est plus de l'amener à faire un choix éclairé parce que je pense qu'en vieillissant, tu choisis une œuvre pour te faire tatouer parce que c'est beau avec un artiste, mais jeune, c'est des tatous irréfléchis, puis il y en a que je suis moins fier que d'autres. Là. Ceux que je me fais faire récemment, je les trouve vraiment jolis puis beaux sur ma personne, mais jeune, c'est des tatous de rébellion. Là. Et votre femme, votre conjointe, elle vous regarde et elle vient toute mouillée. Vos tatous la font lubrifier, vous n'avez même pas idée. Ben, elle mentionne souvent qu'elle trouve ça vraiment beau. Oui, puis elle devient très, très lubrifiée à regarder vos tatous. Ah, je pense pas qu'elle mouille sa petite pilote à chaque fois, mais elle aime ça regarder ça, OK, trop plein de rage. Ouais, c'est ça. Vous parliez d'autres comportements. Je me suis jamais mutilé, mais me frapper, oui. Quand j'étais fâché, je pouvais me frapper dans le visage. Vraiment fort, là, au point de... On y arrive. Oui. C'est pour ça que je l'ai emmené tantôt. J'avais hâte qu'on passe à ce sujet-là. Oui, moi aussi, j'avais hâte. Oh, ouais. À quel âge vous vous êtes frappé? Les premières fois, j'ai commencé ça jeune, là, quand je vivais bien d'intimidation. J'ai fait quand même beaucoup d'années de thérapie, mais on dirait que ça tourne en rond, puis j'ai arrêté ça. Puis là, je fais beaucoup d'introspectives et des lectures personnelles, mais on dirait que je vire en rond. C'est pour ça que je vous appelle un peu. Oui. Ça m'intéresse beaucoup la psychologie humaine. Alexis, José a posé une question extrêmement importante. J'avais peut-être 13 ans, puis l'événement, je m'en souviens comme hier. Là, je venais de me faire attaquer par la personne qui me bulliait le plus. Là. Puis je m'étais pas défendu encore une fois parce que j'avais peur de me défendre dans ce temps-là. Puis j'étais tellement fâché après moi-même que j'étais arrivé dans le cave. Ben, j'ai lancé mon bicycle dans le cabanon. C'est à bout de bras. Je suis rentré en bas puis je me frappais dans le visage. Là. Puis j'étais vraiment enragé noir. Là. Après moi-même, puis je pleurais de rage. Je m'en souviens vraiment. C'était la première fois que j'ai commencé à me frapper comme ça. Alexis, enragé noir après moi-même. Ben, de pas m'être défendu. Ouais. Et en quel honneur que vous n'étiez pas défendu, l'enragé? J'aime beaucoup vos petits noms que vous donnez aux abonnés comme ça, selon ce qu'ils vous disent. Ben, parce que j'avais peur. Là. Chez nous, c'était vraiment... j'étais presque puni pour me défendre. Fait que c'est quelque chose qui me faisait excessivement peur, la violence. Puis, je figeais. Vous avez parlé l'autre jour, il y en a qui se sauvent, il y en a qui se battent, il y en a qui figent. La troisième réaction qui est moins connue là, dans le fight or flight, là, ben moi, je figeais. C'est qui vous punissait si vous vous défendiez? C'était qui, quoi? Je vous entends mal. C'est qui vous punissait si vous vous défendiez? Ben, chez nous, c'était très... ça marchait militaire, des punitions par-dessus punitions. Puis, Alexis, elle vous a posé, José, une question précise. Écoutez les questions. Je vais dire mes deux parents, parce que je ne peux pas mettre le doigt sur ma mère plus que mon père, mais je vais dire les deux. Bon, merci. C'était compliqué, hein? Non, mais c'est parce que j'extrapole un peu trop. Là. Je vais y aller straight to the point, c'est bon. Presque puni pour me défendre. Quel genre de punition, à partir de quel âge? Ben, j'en parlais hier avec ma femme, là, justement. Puis les punitions les plus raides là, que moi, je ne peux pas reproduire chez nous, c'était tout le temps enfermé dans ma chambre. Dans ma chambre, pas de TV, pas absolument rien. Puis c'était enfermé du matin au soir. Tu sors juste pour pousser manger, puis that's it. Puis souvent, les plus flagrantes, là, c'était dans l'autobus, là, si je voulais être un petit gars qui n'avait dedans, puis qui était bruyant quand même, là. Puis, si j'avais un rapport dans l'autobus, la chauffeur écrivait des rapports dans le temps. Je ne sais plus comment ça marche. Là. Elle écrivait des rapports, puis il fallait que tu amènes ça à ton parent. Là. Mais si j'avais un rapport d'autobus, c'était
c'est automatiquement 2 semaines dans ma chambre. Je sors pour manger, pisser, d'assister. Il n'y a jamais de discussion, rien de ça. Là, Et fait qui que, vous enfermait dans votre... vous séquestrait pendant 2 semaines? J'utilise le mot avec précision. Qui, ouais, ben, je suis d'accord avec ce mot-là. C'est le bon mot. qui vous séquestrait dans votre chambre pendant 2 semaines? Je vais dire ma mère, là, parce que mon père le ferait, mais il travaillait à l'extérieur. Fait que c'était plus On y arrive. ma mère. Tantôt, Mon père c'était était là, les deux. étaient bons. Tantôt, c'était Ben, les deux, mais là, on s'en va du côté de la bonne femme. Ah non, mais si mon père était là, c'est lui qui prenait la relève, mais vu que mon père n'était pas souvent là, ben, ma mère l'appelait toujours pour dire tout ce qui se passait. Puis, Bon, ben oui, elle le craquait solide lorsqu'il arrivait. Oh, ouais, Alors, je vais dire à ton père, c'était fort chez nous, là, puis on en tremblait. maintenant, à partir de quel âge que la bonne femme vous a enfermé dans votre chambre pendant 2 semaines? Le plus jeune, je me souviens, c'est 4e année. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs en bas de ça, 4e année. Ça veut dire 10 ans. Oh, ouais. Tout à fait par hasard, votre fils a 10 ans actuellement. Ouais, ouais. Avez-vous me demandé si je fais la même affaire avec? Non. OK, non. Non, vous seriez vraiment stupide de répéter la même chose. Je trouve on punit pas vraiment pas comme ça. Il n'y a jamais eu ce genre de punition-là. Non. Je vous aurais pas posé. On est des parents tatoués, nos enfants, c'est des petits sauvages. Bon. Alors, Alexis, on revient à la bonne femme civilisée qui séquestre son garçon à l'âge de 10 ans pendant 2 semaines. Les 2 semaines, sans télé, sans rien dans votre chambre. Parlez-nous de ce que vous viviez intérieurement. Énormément de frustration. Tu sais, énormément de frustration, de la colère. Personne ne. Puis je pleurais souvent, mais beaucoup plus de rage. Mes parents disaient que je pleurais tout le temps, mais c'était souvent de rage plus que de tristesse. Alexis, jusqu'à quel point vous êtes devenu enragé dans votre chambre? Les pires fantasmes ou les situations que vous avez imaginées dans votre tête ont été quoi pendant ces 2 semaines-là? Vouloir mettre le feu à la maison. Autant vouloir me tuer pour que mes parents ils regrettent que vouloir leur faire mal. Là, je suis 100% honnête. C'est ça. À fixer les murs, là, ça vient long. Là. Je faisais exprès de jouer avec une balle de tennis et une raquette et la frapper au plafond pour les déranger. Parce que j'avais rien à faire dans ma chambre. J'ai lu mes livres 10 fois chaque. J'avais rien à faire. J'étais souvent dans ma chambre. Des idées de blesser. Blesser qui? Comme je vous disais, autant moi pour leur faire regretter que eux. Les pires, mettre le feu, me tuer. Ouais. Les pires idées que vous avez eues envers un ou l'autre des 2 parents? Je voulais que ma mère souffre. C'est-à-dire? C'est pour ça que je parlais que je voulais me tuer, là. Parce que je voulais qu'elle souffre autant parce qu'elle a perdu un autre enfant, là, dans la maison, là, puis je voulais qu'elle ait autant de peine. Elle a perdu un autre enfant? Ils l'ont placé parce qu'il était lourdement handicapé et il ne pouvait pas s'en occuper. Oui. Et? C'est pas mal ça, là. C'est tout le temps de ce que je me souviens qui me vient plus là, mais je trouve que c'est assez intense là, vouloir mettre un peu puis c'est me tuer moi-même. Avez-vous déjà parlé de ça à quelqu'un? Ce que vous êtes en train de nous raconter? Oui et non. Oui. Peut-être pas ce moment-là précis, mais des idées de vouloir me faire du mal, puis la dynamique chez nous, là, j'ai fait de la thérapie, mais non, mettre le feu à la maison, vous enlever la vie. Oui.
J'en ai parlé, oui, ma thérapie passée. Thérapie pour la colère. Là. Quelle a été la réaction des personnes présentes lorsque vous avez confié ces idées-là? Ben, mon thérapeute m'amenait toujours à me recentrer sur le petit moi, là, le petit. On va retourner au petit Alexis, comment il se sent tout seul. C'est tout le temps comment je me sentais jeune. Mais j'ai l'impression qu'il voulait tout le temps juste que je me mette à pleurer, puis ça fonctionnait pas. Fait que je trouvais que ça tournait en rond. Puis on a fait une vingtaine de rencontres. Puis, Il n'a pas compris que c'était de rage? On dirait que non, tu sais. On dirait que il fallait que je sois triste, tu sais. Mais je suis pas triste, je suis fâché. Je le sais que c'est pas réglé parce qu'un deuil, quand tu penses à quelque chose, si c'est fait, tu devrais pas ressentir d'émotion si tu as fait le deuil d'une situation. L'intervenant était incapable de faire la distinction entre une femme et un homme. Ça, je peux pas dire, là. J'imagine. Je vous écoute. On s'en va où avec ça aujourd'hui? On s'en va que je reproduis ces comportements-là en boucle, là, souvent mélangés à de l'alcool. Sinon, ma vie, ça va. Je suis quand même fonctionnel. Là, mais c'est que j'ai ces accumulations de rage-là qui ont besoin de sortir. Là, êtes-vous bien certain que vous nous avez tout dit dans ce à quoi vous avez pensé pendant les séquestrations de 2 semaines à la fois? J'essaie de penser. Je vois pas rien de pire, en tout cas, mais sinon, je voulais juste briser ma fenêtre et me sauver, là, m'en aller et puis jamais revenir. Je pense que c'est un classique de bien des enfants qui sont punis. Alexis, parlez pour vous. Laissez faire les autres. Ouais. Alors, vous avez eu des idées de fuguer par la fenêtre? Constamment, je n'étais pas bien là-dedans. Jusqu'à quel âge que la bonne femme vous a séquestré dans votre chambre pour des longues périodes? J'ai 16 ans. Oh, vous n'êtes pas sérieux? Ben, je trouve que mes parents ont longtemps eu le contrôle sur moi et ma soeur de cette façon-là, jusqu'à temps que les deux, on s'est beaucoup rebellés, puis ça leur a été là, parce que on est devenus les deux. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? Les deux, parlez pour vous. Vous vous seriez rébellés? Ouais. Ben, comme n'importe quel enfant normal dans le contexte-là, même si vous me dites de laisser faire les autres, à un moment donné, n'importe qui... Non, Alexis, qu'avez-vous fait comme geste de rébellion? J'écoutais absolument plus les consignes de la maison. Je rentrais à l'heure que je voulais. J'ai lâché toutes mes activités parascolaires. J'ai commencé à boire beaucoup. J'ai commencé à pas à prendre de drogue. Ça m'a jamais vraiment fait. J'aime pas ça. J'ai commencé à boire. Vos premiers tatous, c'était à quel âge? 9 ans. Mais attendez un peu, là. Vous dites que le fait de prendre un coup, c'est un signe de rébellion? Les gestes d'autodestruction ne sont pas des gestes de rébellion, Alexis. Donnez-nous un exemple de comportement rebelle que vous avez eu avec la bonne femme. Commencer à l'envoyer promener, puis à faire écouter aucune consigne qu'elle me donnait. Beaucoup d'engueulades. On n'avait vraiment pas beaucoup de contact, on ne se parlait pas déjà. C'était assez froid. C'était beaucoup d'ignorance de ma part, puis faire juste à ma tête. Faire mes choses de mon côté. Chez nous, j'étais plus low profile, puis j'essayais de passer en dessous du radar. Là. Alexis, se faire enfermer dans sa chambre par la bonne femme jusqu'à 16 ans, il faut le faire. Dans quel coin de la province ça se passe, ça? La rive sud de Montréal. Hey, elle n'était pas gênée, la bonne femme? Non, ce n'était gênant. Là, il y avait des choses qui étaient gênantes. Écoutez, savez-vous qu'est-ce qui est gênant? C'est que vous avez été mitaine jusqu'à 16 ans. Une méchante mitaine. Oui,
je suis vraiment différent aujourd'hui là-dessus. Mais Aujourd'hui, vous êtes devenu un homme. Oui, de plein de façons, je crois que oui. Je me suis, par moi-même, là, parce que j'ai pas pu compter sur ces Oui, oui, c'est mieux que c'était. Ben, beaucoup, oui, énormément. Ça Au tout début, Alexis, je vous ai suggéré de laisser votre maman tranquille puis nous parler de vous. Oui. Je référais à votre conjointe. OK, ouais. Vous vous confiez beaucoup à votre conjointe? Ah, énormément. Tu sais, c'est ma partenaire de vie, là. Oui, On a vraiment on sait une belle relation. Oui, on sait que c'est votre partenaire. Cependant, un homme qui se confie à une femme beaucoup, habituellement, ça ne fait pas des enfants forts. Non, mais j'ai perdu votre dernière phrase. Je dis, un homme qui se confie beaucoup à sa conjointe, habituellement, ça ne fait pas des enfants forts. Ah, ben, je me confie aux besoins quand on a besoin de parler de quoi que ce soit. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, moi et elle, ma conjointe. Ouais. C'est juste commun pour moi et elle Vous de savez, parler de je vais vous dire une chose. Si votre conjointe avait été un élément de croissance pour vous et d'épanouissement, vous ne nous auriez pas appelé aujourd'hui. Ben, elle a été longtemps. Parler de ma conjointe, là, cette personne-là, je l'ai rencontrée dans mon adolescence quand je filais pas, puis c'était une personne qui a souvent été là pour m'écouter quand j'avais personne pour m'écouter. Puis aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment une bonne relation. De ce côté-là, une belle écoute. Il n'y a rien que je trouve de nocif ou d'abusif dans notre façon d'être, de nous parler un à l'autre. Alors, quels sont à l'heure actuelle les freins à votre épanouissement et à votre croissance personnelle? C'est de me débarrasser. C'est la rage que j'ai tout le temps en dedans qui me crée beaucoup d'angoisse. Oui, mais vous avez une confidente exceptionnelle. Ça tient, ça va pas ensemble, là. Oui, mais je me suis tout le temps dit que ma confidence, c'est pas ma thérapeute non plus. Il y a des choses que je garde pour moi aussi, là, parce que elle n'agit pas en tant que thérapeute, elle agit. Elle est là pour me comprendre si j'ai besoin, mais il y a des choses que je travaille sur moi-même. Je n'ai pas besoin d'affecter notre relation ou la vie de famille avec des choses que je vis intérieurement tout le temps. C'est à moi de gérer ça avec mon propre outillage. Vous savez, lorsque vous dites qu'à 36 ans, vous vous émerveillez devant un tatou sur votre corps, vous m'inquiétez. Bon, OK. Mais vous avez un sacré bout de chemin de fait. Vous êtes encore vivant, père de 2 enfants. Oui, je suis très fier de l'être. Oui, mais on va surveiller l'exemplarité, par exemple. Là. Oui, ça, je vous comprends là-dessus, là, mais différents meurtres, différentes valeurs. Là. Selon ce que je pense. J'ai une question pour vous, Alexis. Votre conjointe, elle réagit comment quand elle vous voit faire les comportements autodestructeurs que vous faites encore aujourd'hui? Elle m'observe puis elle m'écoute. Elle m'observe, attends, j'ai dit ça, tu croches. Elle va observer. Jamais dans le jugement. Là. Je trouve que c'est vraiment une personne très bonne pour moi, très, très douce, là, puis très compréhensive. Là. Les gens aiment beaucoup se confier à elle, là, pas juste moi. Puis, mais ça ne fait pas peur comme père pour ses enfants que vous agissiez comme ça? Non, on a eu souvent cette discussion-là. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Puis, on a eu ces discussions-là, puis selon elle, non. C'est parce qu'envers les enfants, j'ai pas ces comportements. Je suis jamais agressif physiquement, jamais. Puis quand la dernière fois que vous êtes allé en thérapie pour la colère, ça a été quoi l'élément déclencheur? C'est bien parce que c'est sans tabou, là. Je vais être 100% honnête avec vous, là. Je peux vous raconter l'événement qui m'a fait comme OK, là, je suis dû.
J'avais bu beaucoup dans une soirée avec une après-midi avec des chums. On a commencé l'après-midi là, dans un gala de boxe. Puis on a bu beaucoup, puis après ça, on a continué la soirée à boire, puis c'est... non, je suis pas à l'aise de raconter ça. Disons que ça s'est terminé par moi qui prenais le volant en ayant excessivement trop bu. Puis j'ai roulé le plus vite que je pouvais avec mon véhicule là, jusque chez nous. Puis rendu chez nous, c'était l'hiver, j'ai commencé à faire du dérapage dans les rues, là, sur la glace, en écoutant de la musique. Là, puis j'ai démoli le devant du véhicule à ma conjointe. Puis là, j'ai décidé de cesser de boire puis d'aller faire ça parce que j'ai trouvé que ça n'avait aucun bon sens comment j'avais agi. C'était tellement un mélange d'adrénaline et de colère là, que on dirait que ça sort pas. Je fais des sports extrêmes aussi pour que ça sorte. Je me lance en parachute. Je fais de ma licence de parachutiste récemment, puis ça fait son temps, puis après ça, on dirait que là, j'ai plus l'adrénaline recherchée, fait que je me tanne, fait que je me tourne tout de suite vers d'autres choses. Je fais bien du papillonnage au travers de plein d'activités comme ça tout le temps. Puis, même, on parle de boxe, je boxe aussi, là, en boxe amateur, je fais des combats. Puis, ça vient me chercher quelque chose, mais on dirait que ça me purge jamais de ce qui est dans moi, que je viens pas à bout de sortir. T'sais. La pire image mentale que vous avez eue dans votre tête pendant que vous étiez séquestré par la bonne femme dans votre chambre? C'est de voir mes parents anéantis. C'est-à-dire? Les voir démolis là, de chagrin, puis de colère, puis de peine. Là, fait que je me disais peut-être que je vous parlais de me blesser moi-même là, pour leur faire du mal. Les blessés, eux, non? Vous n'avez pas eu ces pensées-là? En me blessant moi-même, parce que je me disais que j'ai vu ma mère tellement... Oui. Les pires pensées que vous avez eues pendant les semaines, vous en avez eu combien pendant votre enfance, adolescence, des 2 semaines séquestrées dans votre chambre? Les 2 semaines, je pourrais le dire 5-6 fois, mais sinon des journées entières ou des fins de semaine entières. Oui, 5-6 fois des 2 semaines. Alors, non, les pires images qui vous sont passées dans la tête? Vous avez mentionné mettre le feu à la maison. Quoi d'autre? Détruire notre famille, plus qu'elle l'était déjà, je pense. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire, comme je vous dis, j'ai de la misère à mettre le doigt précis là-dessus. Là. Je ne vois pas l'image précise. OK. Ça va désolé, peut-être... mais... Non, vous n'allez pas être désolé. Là, on s'en va vers le pire. Je ne suis pas sûr que le pire a été, comme vous dites, purgé. Exulté. Moi non plus. Ouais. Alors, mais je ne sais pas si je peux aller là. Je sais pas si je peux aller là, vous me le direz, mais quand vous imaginiez la maison en feu, là, je pense pas que c'est arrivé souvent. Là. C'est pas quelque chose sur quoi j'accroche, puis je pense pas que c'est l'image la plus prenante. Alexis, mais ma question, là, c'est... Avez-vous écouté José? Quand vous imaginiez la maison en feu, est-ce que vous les imaginiez dans la maison, puis vous sortis? Comment vous imaginiez ça? Je voulais juste que la maison soit détruite, point. Que la maison soit détruite, point, qu'on n'ait plus de... que cet endroit-là n'existe plus. T'sais. Avez-vous déjà pris des allumettes pour allumer un feu dans la maison? Non, pas dans la maison. Pas dans la maison? Non, mais c'est quelque chose que j'aimais faire, mettre le feu dans le bois, brûler des affaires, ouais. Mais je me suis tout le temps dit que c'était normal. Là.
juste d'aller brûler Alexis, des choses. regardez, Oui. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ne soyez pas surpris que spontanément, à un moment donné, il vous vienne des souvenirs qui étaient bien enfouis. D'accord? Parce que le fait de brasser ça peut permettre à des éléments refoulés de remonter à la surface. Déjà là, ça fait son petit bout de chemin. Là. Ça m'amène à plusieurs réflexions d'introspection que je vais faire. C'est ça, tranquillement, sans se presser. Le feu n'est pas pris. Ouais. Merci beaucoup de la confiance, Merci, Alexis. merci beaucoup. OK, merci. Vous nous rappellerez si ça ressurgit, si vous voulez continuer avec nous. J'ai beaucoup d'autres sujets sur quoi je voudrais vous parler, parce que c'est sûr que je vais rappeler. C'est bien Excellent. intéressant. Tranquillement. Merci. Merci, bonne journée. Bye. Ça fait pas si longtemps. 36 ans, c'est jeune. Là. 15 ans. Ça a duré, la séquestration a duré jusqu'à l'âge de 16 ans. José, je n'en reviens pas régulièrement comment des parents peuvent jouer avec les poignées de leur tombe. Mais c'était il y a 15 ans, pas il y a 80 ans. Ça prend-tu des imbéciles pour ne pas réaliser que c'est dangereux? C'est des parents qui ont quoi, 56, 60? Tu sais, c'est... Et ça, ces zigotos-là vont tous vouloir avoir des accès aux petits-enfants. Je suis confronté à ça, je fais des expertises là-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de questions de sondage. Le seriez-vous, vos petits, à ces parents-là? Je ne pense pas qu'on a besoin de questions de sondage. On va poursuivre. Bonjour Louise, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, Oui. Louise. OK, parfait. Docteur Mailloux, j'aimerais savoir un jeune enfant de 2 ans, 3 ans qui fait énormément de cauchemars. Est-ce que, ça dit quoi? Est-ce que ça... Oui, allez-y. Ça nous dit rien. OK. Comment vous savez que l'enfant de 2-3 ans fait Ben, des si je parle de moi, Non, c'est parce que c'est moi, là. C'est parce que je fais comme un... Moi, j'ai 55 ans, là, mais là, j'essaye de faire une étude, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Ah, OK. Puis, OK, donc je parlais de moi, là. Mais comment, à 55 ans, Oui. vous pouvez inférer que vous fassiez des cauchemars à 2-3 ans? Ben parce que je me souviens très bien qu'à cet âge-là, je faisais énormément de cauchemars. Puis à tous les nuits, j'étais vraiment là, terrifiée quand je me réveillais. Puis je me levais, puis je partais à courir, puis j'allais me coucher dans le lit de mes parents. Oui. Mais j'étais morte de peur. Oui. Donc, j'essaie juste de... Attendez. Et dans vos élans de peur, vous couriez vers le lit de vos parents. Oui. À quel endroit? De quel Dans côté? le milieu. Dans le milieu. Dans le milieu des deux. Oui. Et mais qu'est-ce qui arrivait? Oui. Qu'est-ce qui arrivait là, dans le milieu des deux? Il n'arrivait rien. Il n'arrivait rien dans le sens que mon père, lui, était tout le temps comme... Il dormait tout le temps sur le côté, puis, tu sais, comme genre dos à moi, là. Puis, ma mère était pas... elle me collait pas non plus. Personne ne me collait, mais c'est juste que je rentrais là, puis là, je montais couverte, puis les deux, des fois, à peine se réveillaient. Mais c'est juste que là, je me sentais comme en sécurité. Je me sentais protégée parce que j'avais peur. Et vous pouviez dormir jusqu'au matin dans ce climat de sécurité. Oui. Bon, personne n'allait vous recoucher. Il était trop paresseux. Non, c'est pas vrai. C'est que... Non. Souvent, il venait me coucher... souvent, il venait me recoucher, mais j'avais tellement peur, là. Puis je me souviens du sentiment, là. J'avais tellement peur, là.
que je suppliais de retourner. Ben oui, dans la chaleur du nid conjugal. OK? Vous savez, on vous comprend, c'était chaud entre les deux, n'est-ce pas? Souvenez-vous de la sensation? Ben, c'est juste que ben, parce que j'avais vraiment peur, là. J'avais Vous vraiment peur dans ma souvenez-vous de chambre. la sensation? Maudit, je parle chinois matin? Vous souvenez-vous de la sensation de chaleur entre les deux? Oui, c'était rassurant. Vous souvenez-vous de la sensation de chaleur entre les deux? Ben, pas particulièrement. Bon. Vous parlez d'une chaleur physique, là? Une chaleur, la chaleur, là? Non, une chaleur spirituelle. Oui, là. Ben, non, pas particulièrement. Non, vous ne vous souvenez pas de ça. Alors, de Non. quel âge à quel âge vous avez couru vers le lit de vos parents en pleine nuit? Je l'ai faite jusqu'à au moins 6 ou 7 ans. Puis là, à un moment donné, là, ils m'ont raisonné là, tranquillement là. Puis des fois, admettons, le soir, Non, quand regardez, ils m'ont raisonné, c'est impossible. Alors, qui Ben, vous a raisonné? c'est plus ma mère. Bon, ben oui, mais pourquoi vous dites il quand c'est la bonne femme? Oui, c'est vrai. Bon, Ben, parce que alors, mon père aussi, pardon? mon père aussi était tanné que je sois tout le Oui, temps oui, dans... oui, mais qui vous a raisonné? Et de quelle façon? Racontez-nous ça. Là, vous aviez 6-7 ans, là. Alors, votre mère vous aurait raisonné. Allez-y, racontez. Je me souviens pas. Je me souviens pas, mais Alors, pourquoi vous dites que c'est votre mère qui vous a Ah, raisonné si vous en OK. souvenez? Ben, parce que c'était tout le temps elle c'était elle le leader, fait que c'est sûr que c'était elle qui m'a raisonné, mais non, je me souviens pas. Bon, Je pense qu'elle me disait juste comme ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, faut que tu fasses une grande fille, puis il faut que tu couches dans ton lit, puis ça nous dérange, puis c'est... mais Louise, en quel honneur qu'à 6-7 ans, vous n'étiez pas encore une grande fille? Ben, je suis pas encore à mon âge, fait que ça va de soi que je l'étais pas. Ma question était quoi? En quel honneur? Que, Fait que j'étais pas une grande fille à 6-7 ans. oui. Vous l'avez bien entendu, la question. Oui, 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 oui. On va essayer d'y répondre. Moi, parce que pourquoi j'étais pas une grande fille? Ben, parce que je pense que j'ai toujours voulu plaire à ma mère, puis faire les choses à sa façon pour qu'elle soit contente puis fière de moi. Donc, dans ce sens-là, je dirais, j'étais pas une grande fille parce que on peut pas grandir si on fait les choses pour quelqu'un d'autre plutôt que de les faire pour Ça a soi. bien du bon sens. C'est difficile de grandir lorsqu'on est à quatre pattes devant quelqu'un. Ouais. OK, oui. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Assurément, oui. Mais à 2-3 ans, vous n'étiez pas à quatre pattes devant la bonne femme. Qui s'occupait de vous? Comment ça se passait à 3-4 ans? À 3-4 ans, ben, je vous ai déjà appelé, là. Moi, j'avais Claudette, qui était comme la gardienne. Puis, ben, j'étais toujours. J'ai pas de souvenir que j'étais vraiment avec ma mère, même si elle était à la maison parce qu'elle travaillait pas à l'extérieur. Mais j'avais Claudette qui venait travailler chez nous à tous les jours pour aider ma mère à faire le ménage. Puis j'étais comme vraiment près d'elle. Je sais que des fois, elle couchait chez nous. Je me souviens que, exemple, le matin, si elle se levait avant moi, quand je me levais puis je voyais qu'elle n'était pas... Ben, on avait un lit à 2 étages, OK? Donc, elle ne couchait pas avec moi, elle couchait en dessous, là. Puis quand je me levais, puis je voyais qu'elle était levée, là, j'étais comme... Oh là, je me levais, puis j'étais vraiment pas contente, là. Puis là, je pleurais, puis je disais, t'es pas fine, tu t'es levée avant moi. Bon, mais, tu sais, c'est juste pour dire que... Louise, Oui. qu'est-ce qui a manqué déplorablement à l'âge de 2, 3, 4 ans dans votre enfance?
Qu'est-ce qui a manqué? Ben, Déplorablement. c'est l'affection de ma mère, je pense. Mais c'est plus, non, en fait, c'est plus le fait que j'ai l'impression qu'il a toujours fallu que je fasse les choses pour plaire, que je fasse les choses correctement. Louise, Oui. vous êtes un bébé. 2, 3, 4. Qu'est-ce qui a manqué? Lâchez l'histoire de faire les choses pour plaire. Là. Vous étiez bébé. Là. 2, 3 ans, c'est des bébés, ça. OK, mais je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qui m'aurait manqué? J'étais insécure. Ah, merci. En quel honneur? Maudite peureuse. En quel honneur que j'étais insécure? Oui. Pourquoi j'étais insécure? Pourquoi j'étais insécure? Mais sûrement parce que mon entourage ne faisait pas en sorte de me sécuriser. Bon. Et l'entourage, c'est qui? Ben, l'entourage, c'est la mère. Ben, par déduction, on y arrive. Oui. La bonne femme était occupée. Qu'est-ce qu'elle faisait de si important pour négliger sa petite fille? Ben, je ne sais pas, Dr. Mayou, elle était une super cuisinière, une super dans tout, elle était vraiment douée, là, OK? Mais je sais pas. Louise, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Une douée sans cœur. Mais même si elle ne m'a jamais rien fait de, tu sais, comme moi, j'écoute votre émission, là, puis... Louise, une douée sans cœur. Défendez-la un peu, faites-vous aller. Mais c'est parce que là, je réfléchis, une douée sans cœur, mais il me semble qu'elle avait un cœur, ma mère. Elle n'était pas sans cœur. Mais c'est sûr que, oui, en quelque part, j'imagine, là, pour que j'ai été autant chamboulée, pour que ça ait eu un impact aussi grand là, sur ma vie, sur mon insécurité, que ça m'a suivi jusqu'à ce jour, là, la minute même. Là. Oui. Mais moi, ce que je note, Louise, là, depuis le début que vous appelez, là, c'est à quel point là, vous vous forcez pour défendre votre mère là, et que vous travaillez fort pour la défendre. Oui, c'est vrai, parce qu'en même temps, je sais, tu sais, comment que, mettons, quand j'étais adulte, là, comment qu'elle était, comme elle vivait pour moi, là. Tu sais, tout ce qui m'arrivait, là, quand c'était bon, elle était heureuse. Quand c'était pas bon, elle pleurait pour moi. Elle voulait juste comme mon bien tout le temps. Puis c'est pour ça que je trouve ça dur. Puis je sais que oui. Louise, est-ce que vous connaissez le concept hypocrisie? Ben oui. C'est juste que ça ne me rentre pas dans la tête que ma mère ait pu être hypocrite. Si elle l'a été, là, non. Mais je le comprends, c'est toute logique, là, ce que vous me dites. Mais si elle l'a été, là, c'était inconsciemment. Puis je dis pas ça pour la défendre. Hey, vous travaillez fort. Je ris gentiment, là, mais vous travaillez très fort. Oui. Mais je suis convaincue que c'était pas volontaire. Regardez, l'empathie qu'elle a essayé de démontrer pour vous, une fois que vous n'étiez plus un enfant, que vous étiez devenu adulte, ouais. est un comportement intéressé. Alors, la bonne femme avait un intérêt à jouer la carte de l'empathie, même de la sympathie. C'était quoi son intérêt? Oui. C'était quoi son intérêt? De me garder près d'elle. Ouais. Puis ça a marché. Ouais. C'était en plein ça. De Alors, me garder il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment hypocrites et elles ont des motivations tordues. OK. Alors, dans le cas de la bonne femme,
elle voulait vous garder près d'elle pour se faire torcher, se faire héberger. C'était quoi le kick, là? Non, c'était pas du tout pour se faire héberger. Au contraire, c'est elle qui m'a hébergée. Non, c'était quoi? Ben, je pense que la première fois, là, mettons, à 22 ans, j'avais un chum, puis il vivait à Toronto. Puis elle, dans ce temps-là, mon père était vivant, elle était pas tout seul, là. Puis moi, je suis partie pour aller vivre à Toronto avec mon copain. Puis je me souviens, elle avait tellement pleuré là, quand je suis partie. Puis j'aimais pas ça. Puis tu sais, je disais, ben j'aimerais mieux qu'elle soit contente pour moi plutôt que de pleurer parce que là, je pars pour un événement heureux, mais je me sens, je pars pas sur une note heureuse. Regardez-vous, vous avez mentionné quelque chose. Vous l'avez pas, votre analyse familiale. Non? Vous dites, pourtant, mon père était vivant, elle n'était pas seule. Louise, vous n'avez pas idée. La majorité des femmes s'emmerdent avec un homme dans la maison. Elles l'haïssent pour le trucider. OK. Puis les pleurs, là, Doc, ça se peut-tu que c'est parce qu'elle se rendait compte qu'elle allait vivre toute seule avec le monsieur? Ben voyons. Ben non, mais j'avais une autre sœur qui était à la maison. Ben oui, J'avais une mais sœur est-ce que plus jeune. est-ce que votre sœur la torchait? Non, ma sœur, elle est différente de moi. Elle est plus. Elle a su prendre sa place. Ben oui. Elle a su la remettre à sa place, pas moi. Ben oui. Fait que là, la bonne femme comptait sur vous. Votre mère s'ennuyait à mourir avec l'agrès domiciliaire. Docteur Maillot, vous êtes vraiment tough, là. La grève, en parlant de mon père. Oups, ça va être pour une autre émission. Là. Déjà, la mère, c'est dur à passer. Louis, je pense qu'on a un petit bout de chemin de fait. On va s'arrêter là-dessus. Okay. Merci. Bye-bye. Oui, je pense que Louise va falloir qu'elle reste abonnée longtemps. Je dis ça très gentiment. Ça touche tellement de monde, là. Ouais. Et aïe, 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 c'est tellement fréquent dans la nation. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Puis Louise a 55 ans. De présumer que la bonne femme ne sera pas seule parce qu'elle vit avec un agrès. Voyons! Non, ça n'a pas marché. Ce mot-là, il n'a pas passé. Aïe, aïe. Alors, on poursuit. Donc, on va parler avec Homme 44. Bonjour, Homme 44. Alexis. Non. On vous entend de loin. On le sait que vous êtes là. Vous m'entendez, là? Mais comme si On vous peut. étiez à l'autre bout de en Colombie-Britannique, là. Chez Bonnie and Ray. C'est ça. Vous ne pouvez pas jouer avec le fil des fois? C'est pas la connexion ou s'il y a un fil ou... Levez le son, comme quelqu'un... je ne sais pas si c'est de quoi faire de ce côté-là. Bon, là, on ne pourra pas vous parler malheureusement. Ah, quelqu'un suggère d'enlever les écouteurs. Et de parler près du micro de la tablette. OK. Sinon, on va être obligé de passer à un autre appel. Là. Ouais. On va vous laisser travailler. On reviendra plus tard. Puis vous nous écrirez dans le chat, là, dans la boîte de discussion, si votre micro va être en tout cas plus apte. Alors, on va passer. Moi, je vais en ordre là, d'apparition. Oui. Alors, là, c'est 469. C'est un chiffre. Alors, vous pouvez nous parler. Alors, ça va soit être Sophie ou Alexis. Bonjour. Ça va être Sophie. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oh, Oui. Parfait. Alors, je vous fais un topo un peu. J'ai 41 ans. J'ai une jeune fille de 15 ans et un garçon de 10 ans. Je vous appelle pour mon garçon de 10 ans parce que j'ai bien confiance en l'opinion du doc là, par rapport à un médicament. Je vous explique. À 5 ans, quand il a commencé la maternelle, il a commencé à développer des petits tics au niveau des yeux. Je suis allée consulter à ce moment-là en neurologie parce que j'avoue que je pensais un petit peu au syndrome de Gilles de la Tourette là, avec les tics. Et puis, elle m'avait tout de suite rassurée, là, ça avait passé. Et puis, je dois dire aussi que mon conjoint a aussi un tic au niveau des yeux.
Donc, Oh. elle avait laissé ça comme ça. Elle a dit, on surveille et puis on ne met pas l'emphase là-dessus. Alors, de 5 à 10 ans, il y en a eu par intermittence. Ça changeait, je dirais, des fois un tic de yeux, des fois un tic au niveau de la bouche, des fois un tic au niveau des épaules, mais jamais de tic vocal. Et puis, ça fait 1 an, il y en a eu un intense au niveau de l'épaule droite qui se mettait à faire des spasmes au niveau musculaire, puis il reculait un petit peu son épaule. Et puis là, je disais rien, mais je regardais un peu ce qui se passait, s'il n'y avait pas quelque chose qui le stressait et tout ça. Puis là, à un moment donné, puis c'est pas un petit garçon plaignard, pas du tout, là, mais vraiment pas. À un moment donné, à la fin de la 2e journée, là, il s'est mis un petit peu à pleurer, puis il avait une douleur au niveau de l'épaule, à un moment donné, à force de faire des petits tics comme ça. Fait que là, il dit, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, OK. J'ai dit, on pourrait peut-être aller voir ton médecin. Donc, on est allé voir le médecin. Elle a fait une autre référence en neurologie. Et je suis allée là. Le tic a passé, là, finalement, au bout d'1 semaine, là, ce tic-là. Mais il y en a encore qui reviennent, là. Puis là, bon, le neurologue a discuté avec lui, tout ça. Bon, il n'a pas conclu du tout au Gilles de la Tourette. Par contre, là, il m'a prescrit dans les moments où Raphaël, où mon garçon en peut plus, où ça devient des fois trop, là, ça lui fait des douleurs, il m'a prescrit du Risperdal. Mais là, je me suis mis à regarder là-dessus, puis lire. Là, je dis, mon Dieu, dans les cas de schizophrénie, tout ça, je ne peux pas dire que je suis à l'aise avec le fait de lui donner ça. Puis là, bon, ça ne s'est pas reproduit, les tics intenses où mon garçon était écœuré, là, ou qui m'a dit qu'il n'en pouvait plus. Mais je voulais voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est fréquent de prescrire ça? Sans référer précisément à votre garçon que je n'ai Ouais. pas observé, le Risperdal est un antipsychotique, effectivement, utilisé pour traiter la schizophrénie, OK. utilisé pour traiter l'autisme ou restreindre certaines manifestations sévères de l'autisme et aussi dans les cas de Gilles de la Tourette. OK. Ceci étant dit, je vous demanderais simplement, concernant votre garçon, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent aggraver, empirer ces tics et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il en ait moins? Oui, j'ai surveillé ça. Le sommeil est important, je le vois, ça a un impact. Et puis, c'est un OK. garçon très, très sensible, hein, vraiment, là, d'une grande sensibilité, là. Puis, il a même passé un test de psychologie. Je sais que vous n'aimerez pas ça. Je n'ai pas eu le chiffre. Tout ce qu'il donne, c'est dans des moyennes, là. Il est à la moyenne normale, mais il a coché super doué au niveau de la communication verbale. Donc, il emmagasine beaucoup de choses. Je sais qu'il peut vivre des choses à l'école, des fois, peut-être, qui le stressent. Parce qu'il y a Je vais reprendre ma question. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants et des facteurs atténuants de ces tics? Vous avez commencé par mentionner le sommeil. Oui. Bon, alors lorsqu'il est privé de sommeil, il va avoir plus de tics. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Oui, s'il manque de sommeil. S'il manque de sommeil, il va avoir plus de tics. Plus de tics lorsqu'il est plus fatigué. Oui. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs aggravants que vous avez constatés? Oui, quand il se passe quelque chose à l'école, disons s'il ne se sent pas à la hauteur parce qu'il y a une dyslexie sévère, puis des fois, je vois qu'il se met beaucoup de pression par rapport à ça, là, quand il vit des choses à l'école ou qu'il ne comprend pas. Puis après ça, quand il a compris, ça se calme. Tu sais, on Le travaille. stress, ouais, un stress momentané peut aggraver. Maintenant, Oui. au niveau des facteurs qui améliorent les tics ou les diminuent, avez-vous observé quelque chose? Bien, je dirais que c'est quand il en parle. Comme l'histoire de l'épaule, là, on dirait que là, ça a fait du bien de dire qu'est-ce qu'il vivait, on l'écoute, puis là, ça a parti. OK, intéressant. Oui. Donc, moi, en fait, c'est ça, je me disais, je vais continuer à faire ce que je fais dans le sens d'être à l'écoute, d'être là. J'ai tendance à écouter mes enfants, leurs besoins. Quand il m'a dit, on va aller voir le médecin, on va aller voir. Oui. Puis ça ne Non, s'est pas reproduit. j'aurais pas d'autres suggestions lumineuses pour vous OK. actuellement. Et le père est important. Savez-vous pourquoi? Pour différentes raisons.
entre autres, il a des tics, Oui, effectivement. n'est-ce pas? Oui. C'est vrai qu'il l'a nommé, ça aussi, puis c'est vrai que ça l'a rassuré. Parfait. Bye. Bye, Merci madame. beaucoup. Au revoir. Donc, on va se réessayer avec Homme 44. Bonjour. Non. Alexis est enfermé dans sa grotte primitive de l'âge des cavernes. Avec une technologie nouvelle. Non, désolé. Alors, on se réessayera demain si vous réussissez à trouver la façon de communiquer avec nous. Désolé. On a l'impression qu'il est dans une grotte. Oui, c'est ça. On va parler avec Marc-Antoine. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Marc-Antoine. Oui. Dans le fond, en passant, je suis content de vous parler. Je vous respecte beaucoup. Ça fait longtemps que je vous écoute ici et là, puis je n'ai jamais appelé, puis vous avez quand même eu un impact sur moi. Je me posais la question, tu sais, j'ai certaines problématiques à l'âge adulte que j'essaie de régler. Certaines ont été réglées, d'autres non. J'essaie de faire de l'introspection. J'ai essayé d'être critique de mes parents. Je les vois, je pense, pour qu'est-ce qu'ils sont. Mais dans l'ultime, je me demande, est-ce que c'est possible qu'une année en particulier ait eu plus d'impact qu'un autre, qu'une personne extérieure, comme une professeure, ait pu s'ingérer et créer une situation qui a perduré pendant un certain nombre d'années et qui a créé des troubles? Allez-y. Expliquez-nous. Dans le fond, tu sais, je regarde ma jeunesse, puis c'est une belle ligne droite ascendante. Je pense que j'ai une bonne relation. Il est arrivé certaines choses qui se sont réglées. Mais rendu à une certaine année, j'ai eu une professeure, une grosse tabarnak, excusez-moi le mot, qui s'en est beaucoup pris à moi. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'aurais fait un bon petit chanteur de chorale. Tu sais, je t'aurais fait un Ave Maria, là, parfait. Fait que j'ai eu une professeure qui avait sa nièce dans la classe et j'ai vécu de l'intimidation. Quel est le rapport avec la nièce? Votre rapport avec la nièce? Pas tellement bon. Non, mais dans le fond, je me faisais niaiser pour ma voix. Comment? Je me faisais niaiser pour ma voix. Puis la professeure embarquait là-dedans. Puis, bien, naturellement, moi, j'étais un enfant qui était quand même, tu sais, j'étais tout là. Donc, j'essayais de me défendre et tout. Ça a créé une mauvaise dynamique. Mes parents s'en sont mêlés jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il y a eu un changement où ils ont pris la part du professeur. Tu sais. Je pense que mes parents, ils ont des très belles qualités, mais leur tort, c'est son bonasse. Donc, je pense qu'ils ont... ça s'est éteint avec le temps, mais je pense qu'à l'origine, ils avaient un grand respect regardez, pour... OK, mettez ça sur pause un peu, là. Ouais. Vous nous dites, ma jeunesse a été une ligne droite ascendante. Ça allait bien. J'avais des bonnes notes à l'école. J'étais heureux. Et là, vous nous révélez, 3 minutes plus tard, que vous avez des parents bonasses. Ben, bonasses. Dans le sens que je me rends compte avec le recul aujourd'hui, parce que je les vois aller, tu sais, j'ai une relation avec eux autres. Attendez, Marc-Antoine, attendez, j'ai pas encore mentionné le point auquel je pense. Allez-y. C'est que vous nous dites, ma jeunesse, ça a été une ligne droite ascendante. Donc, ça allait bien, ça progressait, on se développait. Puis là, vous nous révélez que vous avez des parents bonasses. Mais permettez-moi de vous dire qu'un gros doute s'installe dans mon esprit. Comment une paire de bonasses peuvent faciliter une ligne droite ascendante d'évolution chez leur enfant? Bonne question. Mais en même temps, tu sais, je me pose la question, est-ce que j'utilise le bon mot en utilisant bonasse? Parce qu'en même temps, non, je le sais, Doc. OK. Allons-y. Alors, pense à mon affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par parents bonasses? Les parents qui s'allient mes parents, c'est des gens avec qui croient au l'enseignant. système. Pardon? Mes parents, c'est des gens qui croient au système. Et mon impression est que la professeure, à force de répéter que j'avais pas d'allure, j'étais tannant, ils ont fini par prendre une partie de ça comme étant une vérité et ont voulu travailler avec moi avec ça.
Mais en même temps, moi, j'ai un contexte que j'ai un frère qui est handicapé. Mes parents devaient passer beaucoup de temps avec eux parce que c'était un handicap qui n'était pas encore reconnu à l'époque. Donc, c'est pour ça que je dis bon âge jusqu'à un certain Il point, était parce qu'ils se sont battus handicapé pour de ça. quoi, votre frère? Dysphasie, Audi-muet qu'il appelait dans le temps. Ben oui, c'est un autiste. Non, ben, écoute, aujourd'hui, à moins d'aller en profondeur, c'est difficile de le savoir parce qu'il est très, très fonctionnel. Je connais des gens qui ne sont pas handicapés, qui sont moins brillants, mais c'est dysphasie. C'est dans la grande famille de la dysphasie. C'est un problème au niveau auditif oral. Oui, il est arrivé à quoi, sa dysphasie? Oui, il est arrivé quoi avec sa dysphasie? Ben, ils se sont battus pour avoir du support, puis à force de... Non, il est arrivé quoi à la dysphasie de votre frère? Ben, je pense qu'elle est encore là. C'est juste qu'aujourd'hui, bon, il y a eu les outils pour apprendre à communiquer, à pouvoir bien s'instruire au niveau où ce qui est capable. Aujourd'hui, il travaille à temps plein, il réussit à fonctionner en société, il ne retire pas de l'aide, il n'en a jamais retiré en fait de l'aide sociale, donc il a réussi à devenir fonctionnel. Puis aujourd'hui, il fait un travail. Il est plus manuel par contre. C'est un gars en shape, là, c'est... Tant mieux. On est bien Je content. l'appelle pour lui. Arnold. Oui. Arnold, maintenant, revenons à vous. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant parent bonasse? Ben, Là, vous répondez en disant qu'il croit au système. Ben voyons, est-ce que de croire dans notre système, c'est d'être bonasse? Non, mais par contre, je ne pense pas que tout le monde dans le système est bien intentionné. Je vous écoute parler, puis oui, c'est vrai qu'il y a des problématiques au Québec au niveau de bien des choses. Puis je me dis. Marc-Antoine, qu'est-ce que vous voulez dire par mes parents bonasses? On veut simplement comprendre. Là, j'aurais aimé ça à ce moment-là qu'ils me croient. Puis parce que ça a créé beaucoup de frustration en moi. Vous étiez rendu à quel âge quand vous faites? C'est en quelle année, ça? 11 ans, 12 ans. Alors, à 11 ans, des parents préfèrent croire une enseignante que de croire en leur enfant. Ouais, ben, la question, c'est que ont-ils eu raison de croire en l'enseignante plutôt qu'en vous? Moi, je pense que non, parce que par la suite, tu sais, j'ai jamais eu de problème avec les enseignants en général. Ça leur commençait à bien aller par la suite. Secondaire, tu sais, j'ai eu des petites difficultés tant que je mue de la voix, là, tu sais, avec les autres élèves, mais ça s'est réglé avec le temps. Mais les professeurs, j'ai une bonne relation, j'avais des bonnes notes, ça a continué à bien aller. Puis encore à ce jour, tu sais, j'ai beaucoup de frustration face à cette période-là en particulier. Mais Marc-Antoine, lequel était le pire? Le comportement de l'enseignante ou la révélation que vos parents n'étaient pas de votre côté? Probablement la seconde. Marc-Antoine, s'ils ont réagi comme ça à quatre pattes devant l'enseignante, ils n'avaient pas une grosse opinion de vous auparavant. C'est pas l'incident d'une année, là, Marc-Antoine. C'est une histoire de vie. Votre ligne droite ascendante, là, aïe, aïe! Non, mais je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est parce que quand je recule en arrière, avant ce moment-là... Qu'est-ce que vous trouvez drôle? Ben, c'est parce que j'essaie de relever des mauvais souvenirs, des mauvais points, des choses qui ont pu me traumatiser. Puis, j'essaie de revenir en arrière. Puis, tu sais, je me souviens de vieilles affaires. J'ai des souvenirs 2 ans, 3 ans, tu sais, j'ai réussi à avoir des souvenirs. Et peut-être que je fais peut-être que je me cache des affaires moi-même, remarque bien, mais ça fait un bout que je travaille là-dessus. Puis, c'est vraiment à partir de cette période-là où les choses ont changé. Mais en même temps, pour vous dire tout le tableau, je vous dirais quelques années plus tard, je sais que ma mère a été peut-être médicamentée, mais une problématique au niveau de l'arthrite, B12, ainsi de suite. Parce que je me souviens aussi que ma mère pleurait beaucoup dans cette période-là, mais ça s'est réglé par la suite. Aujourd'hui, émotionnellement parlant, beaucoup plus stable. Mais je me souviens à ce moment-là que ma mère a beaucoup pleuré.
Fait que c'est sûr aussi qu'en tant qu'enfant, je me suis culpabilisé là-dessus. Ça, j'en suis conscient. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Et c'est en lien avec la ligne droite ascendante, là. Vous vous la ligne droite racontez une ascendance, parce histoire. que moi, je parle de... La bonne femme était minimalement malheureuse. Hein? Pourquoi était-elle malheureuse? Aucune idée, mais elle n'était pas heureuse, la bonne femme, là, peu importe la raison. Ça, c'est possible. Je sais qu'elle a eu un passé difficile. Je ne connais pas beaucoup l'historique ancien. J'ai connu mes grands-parents, mais c'était de la fréquentation de Noël une fois par année, des fois deux. Là. Je ne me suis pas fait garder tant que ça avec mes grands-parents, des après-midi, peut-être une nuit ou deux, là, mais j'ai été élevé par mes parents, pas par mes grands-parents. Fait que, je reste quand même réaliste avec le fait que... Avec une mère qui pleure, là, ça ne fait pas des enfants forts. Hein? La ligne droite ascendante, elle ne montait pas vite, la ligne droite. Non, mais c'est ça, c'est que... Avec une réalisation à 11 ans que ou bien votre mère ne vous connaissait pas, ou bien elle vous trouvait bien ordinaire, puis elle s'est rangée du côté de l'enseignante, ou bien. Ou bien, moi, c'est ça, il y a plein de théories. Moi, la façon que je le voyais, c'est que sachant qu'elle a eu des difficultés, qu'elle a été malade, parce qu'il y a eu un 4 ans que ça a été plus difficile, puis je la vois la différence avec et sans. Puis j'ai l'impression que dans cette année-là, ma mère, ça l'a beaucoup peiné parce que, bon, elle se faisait raconter par une professeure que j'étais tannant, que je n'étais pas mon affaire, puis là, les notes baissaient. Puis avant, j'avais des bonnes notes, ça allait bien, j'ai toujours eu bien des amis, j'étais quelqu'un de social. Puis là, mais ça, c'est en train de s'en aller. Puis j'ai l'impression que le mix de sa situation à elle, puis de qu'est-ce qu'elle se faisait dire, l'a amené, elle, à devenir une moins bonne mère à ce moment-là. Ça a eu des impacts sur moi. Oh, quand vous beurrez, lorsque vous tartinez épais. Ben, je tartine épais, c'est que j'essaie de rester pragmatique parce que je suis conscient que moi, j'ai mes défauts présentement qui me sont soumis par mes parents par leur manque, mais eux ont vécu aussi la même chose à une certaine époque. Puis il n'y avait pas le Doc Mayou pour les aider. Est-ce qu'elle voulait être aidée? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Ben, elle a été aidée parce que... Est-ce qu'elle était maternante? Est-ce que vos deux parents étaient des parents raisonnablement adéquats? Vous ne nous avez pas parlé de votre géniteur, là? Non. Une question en particulier. Mon père, c'est quelqu'un qui... je le voyais un peu moins parce que son travail faisait en sorte qu'il travaillait la fin de semaine. Mais on le voyait tous les jours. J'avais du plaisir avec. Plus jeune, je me rappelle d'avoir eu des bons moments à jouer au Nintendo avec, des activités extérieures. Nous autres, tous les étés, on allait faire du camping. Je tripais bien gros avec ça. Il m'a montré comment allumer des feux, comment monter une tente, comment me débrouiller un peu dans le bois. À une certaine époque, moins par la suite, mais on a fait un peu de chasse. J'ai fait beaucoup de pêche. J'ai eu un apprentissage que j'estime masculin pour m'aider à... J'ai pas appris à coudre, j'ai pas appris à faire du crochet. Fait que ça, je trouve que ça a été positif. Il était présent pour moi. Puis, je vais te dire, rendu à 16-17 ans, j'ai voulu commencer à prendre un peu plus ma place. J'avais envie de faire mes choses. Puis, on m'en en a pas empêché. Je n'ai pas l'impression d'en avoir été empêché. Quand j'ai décidé que je voulais pas aller au camping, que je voulais passer du temps avec mes amis, ben écoute, quand ils partaient en camping avec mon plus jeune frère, ils prenaient des arrangements avec des parents d'amis. Oui, OK. Ça va. Maintenant, quelle position a-t-il pris à 11 ans dans l'histoire de l'enseignante, là, puis de sa nièce? Ben, tu vois, au départ, parce qu'au début, quand je leur disais des choses, ils allaient voir l'enseignante, puis j'imagine que dans leur petite tête, eux autres... On va essayer de séparer les deux parents, là. Mon père a pris le côté de ce qui se passait à ce moment-là. Par contre, à partir du secondaire, il a changé sa façon de faire. Puis c'est à partir de ce moment-là où ma mère a commencé à être soignée. Donc là, je n'ai pas les détails exacts. Non, c'est pas clair. Au moment
pendant 11 la ans. période où ça s'est passé avec cette professeure-là, Oui. bon, je te dirais, c'est devenu vraiment pire à partir de peut-être un peu après le temps des Est-ce qu'il a fêtes. pris votre part ou la Non, part de l'enseignante? Au départ, ils ont pris tous les deux ma part. À la fin, ils prenaient la part de l'enseignante. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré 1 an, cette année-là, une partie de l'autre année. Puis là, à un moment donné, je réalise aujourd'hui, parce que je me rappelle des bouteilles, ma mère, elle a commencé à prendre des médicaments, des choses. Oh, c'était le temps qu'elle soit médicamentée, là. Bon. Mais votre géniteur, lui, s'est laissé entraîner là-dedans. Vous savez, il y a quelque chose qui me chicote dans votre affaire. Ouais. Est-ce que vos parents vous connaissaient? Ben, je pense que oui. Je veux Là, dire, si vos parents vous connaissaient et avaient une bonne opinion de vous, pourquoi ont-ils pris la part de l'enseignante? j'ai aucune idée. Ça me Ça fatigue un s'appelle une peu. trahison, ça. Ouais. C'est clair. Il faudrait probablement que je pose la question plus précise aux parents, c'est d'aller. Ah, merci, là. Marc-Antoine. Vous avez quel âge? Ben oui, Moi, on va fin vider trentaine. l'abcès. 39. Bon, fin trentaine? Ouais. Quel âge ont vos géniteurs? À peu près? Mi-soixantaine, début 70. Oh oui, ils sont pas à bout d'âge, là. Et Alors, tout Non, ça, ils sont ça pas à vous bout a... d'âge. Puis, tu sais, je veux Excusez-moi. dire, aujourd'hui, je les vois comme ils sont. C'est des humains avec leurs qualités et leurs défauts. Marc-Antoine, il y a des faits. Vas-y, José, il y a des faits Non, qui mais ce que je marchent pas. voulais dire, c'est que tout ça, tu sais, vous avez 39 ans, ça s'est passé à 11-12 ans. Tout ça, là, c'est resté, on va utiliser le mot du jour de tantôt, c'est resté tatoué en vous, ça, ce sentiment-là de trahison, comme Ben, l'impact, tu sais, vous êtes là probablement oui, aujourd'hui parce pour qu'en même parler temps, de quand ça. que je vous parle, puis là, tu mets les mots sur les choses. Tu sais, j'ai des difficultés au niveau relationnel, puis ça a probablement à voir avec ça, parce Oui. que, tu vois, j'ai pas de problème avec les femmes en général, avant ou pendant la relation, mais le moment de créer la relation, c'est là que ça bloque. Ben oui. Donc, si j'attrape une femme qui est plus willing, qui est ardente ou autre, ça va bien, il n'y a pas de trouble, tu sais. Comme le doc Mayou dit, là, c'est pas mou d'un culotte, tu sais. Mais créer la relation, c'est difficile. Puis, je pense qu'il y a une grosse part de rejet là-dedans. Ben oui, trahison, pas rejet. Ouais, trahi, ouais. Trahison. Puis là, Si ben, tel est le cas, allez vérifier ça, Marc-Antoine. Puis gênez-vous pas, brassez-les. Parce qu'ils ne sont pas à bout d'âge, d'accord? Non, je les aime, mes parents, parce que justement, je suis à débrasser, puis ils sont capables d'en prendre, puis ils ne sont pas toujours contents. Oui, ben là, cette période-là mérite d'être clarifiée. Comment se fait-il que vous avez eu 2 Judas comme parents, 2 traîtres? Non, ça ne marche pas. OK? Bye. Bye. Mais bonne chance pour qu'ils disent la vérité. Ils vont faire semblant qu'ils ne s'en souviennent pas, que ça fait longtemps, puis... Ça pourrait, effectivement. Ce que tu viens de mentionner est fréquent. Alors, il y a un phénomène de déni, minimisation. Ben voyons, c'était pas si pire que ça, t'exagères, etc. Parce que là, c'est sérieux. Les 2 parents se rangent du côté d'une enseignante. L'enfant, 11 ans, ils le connaissent, leur enfant. Ont-ils eu raison? Mais qu'ils lui disent, écoute, t'étais détestable. T'étais pas aimable, si tel est le cas. Mais il semble s'avérer que Marc-Antoine, après, il n'a plus connu de problème. Alors, pourquoi, comment expliquer que les 2 parents se sont mis à 4 pattes devant l'enseignante? Je vois passer des commentaires. Oui, Ça, oui, vous... donc. Non, mais c'est parce que vous devez tellement avoir, vous aussi, toutes les sortes. Bon, tu sais, il y en a qui disent, bon, ils vont banaliser, ils vont dire, on a fait de notre mieux, c'était comme ça dans notre temps, ils vont se victimiser, la mère va peut-être pleurer, je peux pas croire que tu reviennes là-dessus. Hein, c'est quoi le pourcentage qui disent, voici les faits, voici comment ça s'est passé, puis voici la réalité. On aurait dû te croire, eh boy. Minuscule. Minus. Moi, en tout respect, là, je pense même pas que je perdrais mon temps. Non. C'est une chose. Leur réaction, quelle qu'elle soit,
va être parlante. Ouais, juste de voir la réaction. On oublie la réponse, mais la réaction. C'est ça, on oublie les mots, mais le ton et la réaction. OK. Leur réaction, lorsque confrontée à cette période-là, même s'il y a déni, et plus fort sera le déni, plus parlant sera leur réaction à une confrontation. Oui, il y a des trucs aussi là-dedans. Là. Mais il a pris note, là, je Marc-Antoine, j'enregistre réaction et réponse. Oh oui. Ah oui, c'est... Ouais. Mais Alors, les parents devraient connaître les enfants, mais il y a des enfants qui connaissent leur père pas mal aussi. Tu sais, c'est ça. parce que En le père analysant. semblait s'intéresser à son garçon, semblait. Maintenant, jusqu'où la connaissance et la confiance dans l'enfant va. Mais oui, ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à s'objecter à une figure d'autorité. Mais oui. Pourquoi un enfant a besoin de parents si c'est deux guenilles qui se mettent à quatre pattes devant une enseignante? Mm. Puis là, amenez-nous pas la maladie de la mère, là. La lâcheté, maladie égale pas lâcheté. Mais ce qu'il aurait peut-être fallu fouiller, mais en tout cas une autre fois, mais c'est tout le temps mis chez l'enfant handicapé. C'est-tu un sentiment d'abandon aussi, tu sais, de la part de... C'est pas toujours facile dans des familles où il y a un enfant qui a des grands besoins. Il y en a plusieurs qui se sentent abandonnés au détriment de celui qui est... Ce n'est pas tellement qu'ils se sentent abandonnés. Ils c'est qu'ils sont le sont. abandonnés. Je suis souvent intervenu auprès de parents d'enfants sévèrement atteints d'autisme pour ne pas qu'ils oublient le ou les autres enfants, au risque de me faire claquer la porte du bureau, de me faire engueuler. J'ai tout connu ça. Quand tu rappelles à une Québécoise, une mère québécoise, qu'elle a un enfant sévèrement handicapé, mais qu'il y en a deux autres, un autre ou deux autres qui auraient besoin d'elle, oh, qu'elle n'est pas contente! Oh, qu'elle est furieuse! J'y ai goûté à plusieurs reprises. Mais c'était mon devoir de le faire, de lui rappeler gentiment qu'il y avait d'autres enfants qui avaient besoin d'elle. Mais la femme québécoise, là, est-ce que j'aurais été une femme, ça aurait été plus acceptable de se faire rabouer ou confronter? Je ne le sais pas, mais je le faisais délicatement. Ah, OK, ça passait plus mal parce que vous étiez un homme, vous pensez? Je ne sais pas. Non, c'est pas que je pense. Je me Questionne. suis toujours demandé. C'est bon. Mm. Et je sais que... Donc, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Ah, déjà? Ben oui, ça passe vite en bonne Intéressant. compagnie. Et Intéressant. on va demander à Homme 44 de tester son micro. Demain, vous serez le bienvenu. Vous avez écran privé qu'au pire, il appellerait demain. Donc, vérifiez le tout. Oui. Vous pouvez faire des tests avec des amis en passant. Tu sais, Zoom, là, c'est. Vous demandez à un ami de downloader, télécharger l'application Zoom. Vous faites un test, vous connectez vos micros, puis de cette façon-là, vous allez être prêt pour notre émission de demain. On peut le mettre en priorité compte tenu que c'est essayé aujourd'hui? Certain. OK. Certain. Excellent. Oui. Alors, à demain. Bonne journée, Doc. À demain, tout le monde. Bye. Bye.